Alors, comment aider ses proches à mieux vieillir tout en se protégeant et surtout en pensant à soi-même et à ne pas s'oublier? Pour répondre à ces nombreuses questions, aujourd'hui, Claudie Culac de la Compagnie des aidants. Bonjour. Soyez la bienvenue, Merci. Claudie. Et Pascal Jeannot de la Maison des aidants. Compagnie et Maison des aidants. Quelle est la différence entre les deux? Ou la spécificité plutôt de chacun? Alors nous sommes un réseau social d'entraide et d'échange entre aidants. D'accord. Et vous, Pascal? La Maison des aidants donc, a plusieurs actions, accompagner, soutenir, information et formation des aidants via leur site internet www.lamaisondesaidants.com. Très bien. Tous les deux, vous êtes fondateurs donc, de la compagnie et la Maison des aidants. Vous, Claudie, ça repose sur une expérience très personnelle. Oui, tout à fait. J'ai accompagné pendant des années une tante âgée handicapée et un père atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai découvert que j'étais aidante tout à fait par hasard, grâce à ma prestataire de service à la personne, qui m'a permis de participer à des focus group et de me retrouver avec d'autres aidantes qui vivaient en fait des situations de vie similaires à la mienne. C'est-à-dire qu'on est tous aidants par devoir, par amour, sans forcément s'en apercevoir. C'est exactement Et on est ça. embarqué dans une histoire qui peut être quand même assez lourde. Oui. On va en parler dans quelques instants avec Pascal. Alors, quel est justement le profil, s'il y a un profil de l'aidant? Alors donc ce sont 11 millions de personnes en France Oui. qui prennent soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. C'est en moyenne, plus de femmes bien évidemment que d'hommes qui ont en moyenne 52 ans. En tous les cas entre 50 et 60 ans, tu es d'accord Pascal? Ça, oui, oui. Hein? Très bien. Et pour 58% d'entre eux, ils doivent concilier vie privée et vie professionnelle. Ce Vie qui n'est pas professionnelle, facile. vie privée, plus leur rôle d'aidant. Exactement. Voilà, c'est pour ça que il y a Alors, un peu donc, plus de femmes. On voit donc, là, et Claudie vient de le dire, on parle des salariés aidants. Hein. Spécificité, c'est concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Oui. Et donc, si on doit parler du rôle d'aidant, ça démarre souvent le matin très tôt pour aller jusqu'à la fin de la journée et continuer la nuit. Oui. Et on voit bien que là, si on reste une seconde sur les salariés aidants, on a des personnes qui vont aller au bureau le matin en ayant passé parfois une sale nuit parce qu'ils ont dû s'occuper de leurs proches et parfois dans des situations complexes et difficiles. Ils arrivent au bureau le matin, on voit bien que déjà l'arrivée au bureau commence déjà avec plus de difficultés que les autres. Permettez-moi, ça sent le vécu. Alors, ça sent le vécu pour partie, puisque je suis également aidant. Je Oui. suis également vice-président de la Maison des aidants, directeur du Centre d'information et de formation des aidants, et également aidant aujourd'hui. Et si on doit parler du rôle des aidants... Non, mais pardonnez-moi, quand je dis oui. ça sent le vécu, Oui. c'est qu'apparemment, vous êtes devenu aidant dans le cadre, vous avez créé cette maison des aidants parce que ça repose sur une expérience, vous m'avez dit, professionnelle, c'est ça? Exactement. Je vais passer, moi, de professionnel de santé, de directeur de structure de maintien à domicile et également de directeur d'EHPAD. Très bien. On parlait de maison de retraite il n'y a encore pas si longtemps. Et c'est bien ce constat sur le terrain de voir que finalement, on a mis en place aujourd'hui dans nos sociétés quasiment toutes les bonnes solutions pour le maintien à domicile des personnes, mais aussi dans le cas de l'institutionnalisation. Mais à l'époque, et là je vous parle il y a une dizaine d'années, quand on a créé la Maison des aidants en 2008, il n'y avait strictement rien concernant les aidants. Vous prenez le terme d'aidant familial, parce que c'était encore le terme consacré, et vous rentrez dans la barre de recherche de Google, vous aviez quasiment rien, à part si un site ou deux qui était nord-américain, de nos amis québécois notamment. Aujourd'hui, vous tentez la même expérience, c'est des pages et des pages et des pages sur le thème des aidants. Comme quoi on voit bien qu'il y a une évolution, une dynamique tout à fait importante et majeure. On va venir à cette évolution. Quelles sont tout d'abord les qualités dont il faut disposer pour est-ce qu'on est aidant intrinsèquement ou quelles sont les qualités fondatrices de l'aidant? Alors, si vous voulez, ça vous tombe un peu dessus du jour au lendemain. On vous annonce que votre proche est en perte d'autonomie ou va sortir de l'hôpital et qu'il va falloir équiper le domicile, Oui. il va falloir trouver des services à la personne, du
des portages de repas, il va falloir s'occuper de sa santé, prendre des rendez-vous médicaux, il va falloir s'occuper des questions administratives, juridiques, financières, sans que vous ayez jamais été préparé à cela. Ni même avoir les compétences. Il faut donc de l'organisation, avoir une vision d'ensemble. Exactement. Alors, heureusement, les aidants, pour beaucoup, sont des aimants, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un tout proche, d'un ami, etc. Donc, on est prédisposé à aider. Mais il y a aussi des aidants qui n'ont pas cette empathie, d'accord, pour leurs proches et qui le font par devoir. Aïe. D'accord. Donc, voilà, cette population est tout à fait invisible aujourd'hui et tout à fait particulière et très attachante. Il faut absolument soutenir les aidants parce que si on ne soutient pas les aidants, eh bien, il y a toute une partie de la population fragilisée qui va se retrouver en grande difficulté. D'accord. Parce que tout repose aujourd'hui sur les frêles épaules des aidants. On parle par exemple d'hospitalisation à domicile. Vous voyez à quel point le rôle des aidants est essentiel. D'accord. Alors là, effectivement, on parlait de nombreuses compétences Là, on parlait de nombreuses compétences dont devaient bénéficier donc les aidants, parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Il y a de vrais risques, de réels risques pour l'aidant lui-même. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est clairement un rôle dont on peut mourir. Il y a un chiffre aujourd'hui assez impressionnant. Un aidant sur 3 dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, spécifiquement maladie avec des troubles cognitifs ou maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer, un aidant qui n'est pas accompagné, pas aidé, pas informé, pas formé, meurt avant la personne qui l'accompagne. Oui, d'accord, mais meurt de quoi? Meurt d'épuisement et avant, donc, c'est une accumulation de stress, d'angoisse, d'anxiété, soins de santé primaire qui ne sont pas suivis. Et l'aidant a cette caractéristique, Claudie l'évoquait un petit peu juste en amont, cette caractéristique de s'investir sans aucune limite. Et c'est aujourd'hui très clairement le seul rôle, j'allais dire référencé, dans la mesure où on parle de 11 millions de personnes qui parfois quotidiennement, du matin au soir, accompagnent leurs proches. Et vous parliez de limite de compétences tout à l'heure. C'est la seule activité, le seul rôle où ces aidants, parce qu'ils sont dans l'affectif, dans l'amour, ça a été dit, ne s'octroient pas la possibilité de réfléchir à leurs propres limites. Ils s'oublient complètement. Oui, et notamment limite de compétences. On n'imagine pas à quel point ces aidants sont propulsés à être obligés au quotidien d'assumer des actes dits médicaux qui nécessitent des compétences très spécifiques et des compétences qui sont du ressort d'une infirmière, de kinésithérapeute, etc. Et qu'ils assument par nécessité et obligation. Et parce que parfois, il faut aussi garder son propre rôle, qui est celui ou de l'enfant, ou tout simplement. Absolument, absolument. Et c'est donc bien cette difficulté d'être dans l'affectif. Si on devait faire un parallèle avec des professionnels qui ont appris, eux, à être dans l'empathie, ils tendent la main à la personne pour l'aider. Bien sûr. L'aidant, lui, je prends souvent l'image du chaudron, vous savez, mais imaginons un grand chaudron. L'aidant, sa caractéristique, c'est qu'il est à l'intérieur du chaudron avec son proche. Et avec le niveau qui monte et qui descend, au point de risquer de se noyer. Voilà, et ça bout très sérieusement. Le professionnel, lui, il va tendre la main, il essaye de ne pas se noyer. Vous voyez toute cette différence. Vous êtes dans l'affectif, c'est terrible à essayer de s'auto-mettre des limites. Et donc, on est tous là pour essayer justement d'insuffler chez eux cette nécessité de comprendre qu'il y a des limites de temps, d'énergie et de compétences. Bien sûr. Donc, je voulais vous donner... Vous avez une expérience personnelle sur ces limites. À quel moment, est-ce que vous acceptez de répondre à cette question? À quel moment vous avez senti que vous franchissiez la limite et que vous n'en pouviez plus? Ça vous est arrivé? Non. C'est vrai, vous êtes doué, bravo. Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, pour tout vous dire, c'est que j'ai compris que j'avais atteint mes limites au-delà de ce qui était raisonnable 1 an après le décès de ma tante, quand je suis tombée dans ma cuisine et que je me suis fracturé le péroné. Et c'est une amie psychologue qui m'a dit « t'as décompensé ». Voilà, parce qu'en fait, je n'avais pas de limite. Parce qu'il fallait que je m'occupe d'eux et que j'étais complètement investie dans mon rôle. Et je voulais rajouter quelque chose au propos de Pascal. Les gynécologues nous disent, quand ils ne voient pas leurs patientes pendant 4 ans, qu'ils savent qu'elles sont aidantes. Parce qu'on s'oublie.
On ne prend plus soin de sa santé. Surtout lorsque effectivement le profil des aidants est entre 50 et 55 ans. C'est dommage parce que c'est là où les femmes doivent voir leur gynécologue très très régulièrement. Et nous, du coup, notre démarche, c'est de comment dire, c'est de dire aux aidants, prenez soin de vous. Alors vous savez l'image dans l'avion du masque. Oui, exactement, le masque à oxygène. Mettez le masque en premier. Très bien. Après. Alors il y a des outils, il y a des structures, il y a des prestataires de services pour venir donc en aide aux aidants, pour cette répétition. Quels sont-ils ces outils? Alors il y a, on est sur le salon des services à la personne ici et nous essayons d'expliquer à un certain nombre de personnes ici présentes que l'interface que représentent les aidants entre l'usager, le bénéficiaire et les structures de services à la personne est la première personne à considérer. Et donc ça c'est une première approche que l'ensemble des personnes ici doivent prendre conscience. Ensuite en termes d'outils, si on prend un exemple et si on fait encore un parallèle avec les structures de services à la personne qui sont ici, si vous prenez une journée moyenne et notamment les aides financées qui vont consister à pouvoir aider l'usager, le bénéficiaire, on va raisonner sur une personne âgée. Si vous mettez bout à bout l'ensemble de ces aides, qu'elles soient financées au travers de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, ou financées par la sécurité sociale, et là on est sur par exemple des soins spécifiques, vous allez remplir grosso modo 3 ou 4 heures dans la journée. On voit qu'il y a donc un delta d'une vingtaine d'heures pendant lesquelles l'aidant, lui, est tout seul. Alors d'un côté, pendant 3-4 heures, on va mettre des professionnels, qualifiés en principe, et puis pendant une vingtaine d'heures, l'aidant qui lui... Et c'est pas sa faute, n'a pas bénéficié ni d'informations ni de formation. Pourtant, la personne dont il a la charge continue à avoir le même niveau de dépendance, a besoin des mêmes soins parfois techniques. Et c'est la raison pour laquelle, à la Maison des aidants et notamment le Centre d'information et de formation des aidants, nous leur proposons, l'acquisition de savoir-être. On a vu tout à l'heure comme c'était important de savoir prendre du recul, de la distance, de mesurer le moment où la limite, et voilà dans le cas de Claudie, avant de s'écrouler, on est dans une société où la prévention de la santé devrait être tenue en compte. Sûr. Et donc agir en amont et expliquer à ces aidants que le savoir-être est majeur, et ensuite éventuellement le savoir-faire. Il n'y a aucune raison que ces aidants ne sachent pas, comme certains professionnels. Je ne suis pas en train de parler de faire des aidants des professionnels, non, rien à mais voir. de les aider à se vraiment professionnaliser quelque part. Parce que si une auxiliaire de vie, si une aide à domicile a été formée sur le transfert d'une personne d'un point à un autre, par exemple, et que l'aidant, lui, ne l'a pas été, son risque, c'est quoi? C'est de tomber un jour avec son proche, de se blesser et de brocher. Et aujourd'hui, on traite les troubles musculo-squelettiques, puisqu'on est quand même là-dessus. On traite le stress des aidants, on traite l'anxiété des aidants comme les risques psychosociaux, et également liés au tabagisme, etc. Et aujourd'hui, certaines entreprises, on évoquait les salariés aidants, eh bien certaines entreprises traitent aujourd'hui, à égalité avec les troubles psychosociaux classiques, l'aide et l'accompagnement des aidants. Claudie. Oui, alors ce que je voulais rajouter. Alors moi, je suis membre de la FESP. Nous avions une réunion lundi soir qui montrait que 85% des personnes vieillissantes veulent rester à domicile. Oui. Mais pour qu'elles puissent rester à domicile, il faut quoi? Il faut un aidant proche, il faut un professionnel de l'aide à domicile, il faut de la techno, il faut de l'aménagement du domicile. Il faut des moyens. Il faut surtout des moyens. Et il faut des moyens, bien sûr, mais il faut tous ces professionnels qui vont travailler ensemble, qui vont se coordonner pour le bien-être de la personne fragilisée et aussi de l'aidant. Donc c'est l'aidant qui coordonne. Alors, aussi. Malheureusement, trop. Il faut donc des coordinateurs qui prennent plus en charge. Et ça, vous le proposez à la compagnie des aidants ou bien à la maison des aidants? À la maison des aidants, on propose régulièrement, et notamment avec les intervenants qui sont ici, de mieux comprendre les aidants, comment fonctionnent les aidants, pour mieux les accompagner. Ok, très bien. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que Pascal et moi sommes tous les deux membres d'un collectif associatif qui s'appelle Je t'aide et qui réunit 15 structures d'aide aux aidants et qui milite activement
pour que les aidants obtiennent un statut, parce qu'un statut, ça veut dire des droits. Oui, tout à fait. D'accord ? Et quand vous voyez que la loi ASV a mis en place le congé de proche aidant qui n'est pas rémunéré, c'est anormal. Donc voilà notre combat aussi. Bon, Claudie Culac de la Compagnie des aidants, Pascal Jeannot de la Maison des aidants, nous vous remercions C'est moi qui vous infiniment. remercie. Bravo Merci pour ce que beaucoup. vous faites. Bravo à vous. Merci.